Merci beaucoup. Beaucoup de points que vous avez évoqués du point de vue innovation et progrès vont être repris dans plusieurs conférences de la journée. Nous avons pris un peu de retard, mais comme nous avions une marge de 20 minutes, nous allons la répartir entre la discussion. Donc je vais demander à tous ceux qui veulent intervenir et poser des questions qu'ils viennent se positionner au début des allées, que ce soit en bas à l'orchestre ou là-bas sur le balcon, pour poser des questions à nos 3 conférenciers avant de commencer cette table ronde. Alors allez-y, déplacez-vous, on va consacrer, disons, un peu plus de 5 minutes, 5 à 10 minutes pour ces questions. Donc soyez brefs, hein, parce qu'il ne faudrait pas perdre notre avance au détriment de la table ronde. Madame, allez-y. Oui, bonjour, j'aurais voulu juste poser une petite question à propos de la technologie CRISPR-Cas9 qui a été évoquée par Madame Regnault-Roger et Monsieur Le Buanec. Ah, j'enlève le masque. Donc, une question sur la technologie CRISPR-Cas9 qui a été évoquée rapidement par Madame Regnault-Roger et Monsieur Le Buanec. En fait, je me demandais s'il y avait déjà eu des exemples d'application de cette technologie pour la modification de végétaux. Et Monsieur Le Buanec nous a signalé qu'en Europe, c'était un peu le statu quo parce que voilà, c'était encore en discussion, j'imagine, là encore, parce que c'est une nouvelle technologie qui a des modifications génétiques. Mais est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays de végétaux qui auraient été déjà modifiés? Oui. Allô, ça marche? Oui. Il ne faut pas que je touche le micro. Oui, il y a eu, pour l'instant, il y a 3 commercialisations qui ont été faites. Donc on est commercialisation, hein, je veux dire la vente au public. Donc il y a une tomate japonaise qui est biofortifiée pour donner donc un acide gamma-aminobutyrique. C'est un relaxant, c'est pour avoir une meilleure santé. Voilà. Enfin, le GABA et l'implication du GABA, c'est contre l'hypertension aussi, hein, et effet relaxant. Il y a un colza qui est commercialisé aussi. Et le dernier, je crois que, Bernard, vous savez, c'est un soja ou pas Il y a actuellement également développé à Roshamstead en Angleterre un blé qui est en expérimentation avec une meilleure résistance à la sécheresse. Donc, et disons que le gouvernement anglais, maintenant que l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne, permet sans problème l'utilisation de cette technologie. Donc il y a effectivement des exemples, et je pense qu'en cherchant dans la biblio, on en trouverait encore plus. D'accord. Non, le soja, c'est un soja avec une teneur en acide oléique qui est importante. Hein, voilà. Donc aux États-Unis, au Canada et au Japon actuellement, 3 produits commercialisés. Dommage pour un prix Nobel dont une Française faisait partie. C'est un peu dommage que le... Voilà. Emmanuelle Charpentier n'a de française que sa nationalité et son attachement à la culture française, d'avoir fait ses études en France, mais elle a dû faire ses sa carrière à l'étranger. Hein, donc, Non, mais ce qu'on peut dire tout de même, côté positif, il ne faut pas désespérer. La réglementation est actuellement en cours de discussion au niveau de Bruxelles et on peut espérer qu'il y aura un certain nombre d'autorisations qui seront acceptables. Merci. Oui, bonjour. Anne-Sophie Alonier, agence de l'eau Seine-Normandie, donc établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie. Moi, je voulais juste dire mon atterration sur la présentation qui est faite, et notamment sur le fait qu'on n'a pas vu une seule carte de contamination des milieux aquatiques par les pesticides, métabolites des pesticides et nitrates, qui posent quand même un gros problème sur la qualité de nos milieux et sur la directive cadre sur l'eau. Et du coup, oui, je suis assez étonnée que ça apparaisse pas du tout dans vos différentes interventions. Je suis assez étonnée aussi que, madame, vous n'ayez pas fait référence aux travaux de l'expertise collective de l'INSERM sur les liens entre santé, cancer et
et pesticides, ni sur les travaux de l'INRAE sur les liens aussi entre alimentation et pesticides et santé menés par le professeur Casse-Guyot, ni sur les travaux en général de M. Barouki sur l'exposome. Donc je voulais un peu avoir votre avis, parce que là effectivement, la problématique de l'eau et du changement climatique n'apparaît que comme étant vue sur une problématique quantitative et absolument pas qualitative. Et ça m'étonne en fait. Voilà. Oui, effectivement, je n'ai pas développé, mais dans ma présentation, j'ai quand même mentionné les pollutions diverses, qui sont des externalités négatives. Bon, j'ai montré l'image des marées vertes, hein, qui posent des questions sur la fertilisation des cultures et les rejets de fertilisants dans les eaux de surface. La même façon pour les produits chimiques, tout à fait, oui, non. Alors, après, je n'ai pas voulu développer parce que voilà, mon sujet était plus large, mais c'est vrai que c'est une des grandes questions qui se posent, c'est la contamination des milieux. Il n'y a pas que l'eau, hein, on peut se poser la question pour certains sols, on peut se poser... Voilà, il n'y a pas que l'eau, mais c'est une des questions, effectivement, qui est posée à l'agriculture moderne. Merci beaucoup. On peut rajouter que pour les algues vertes, c'est ça que vous parliez, je crois, hein, il y a plusieurs facteurs qui... si, il y a également les facteurs... Actuellement, il y a une grande campagne sur les stations d'épuration des grandes villes qui ont un effet néfaste quand elles ne fonctionnent pas bien pour l'apport du phosphore et d'autres éléments. Donc, en fait, l'agriculture est un élément important, mais il faut aussi jouer sur d'autres facteurs. Alors, bien entendu, malgré tout, sur le bassin Seine-Normandie, sur lequel je suis compétente, la grande station d'épuration qui apporte quand même la majorité de la pollution au niveau du bassin de la Seine, c'est celle d'Achères, et elle traite l'azote et le phosphore sans problème. Et la réglementation mise en place par le ministère de l'Écologie sur la diminution des produits lessiviers en phosphore a également énormément diminué les concentrations en azote. Oui. Après, le problème d'eutrophisation en mer, il est lié surtout à une problématique d'azote et pas de phosphore. Le phosphore, c'est en rivière, c'est pas en mer. Là, les images que vous montrez sur le bassin Seine-Normandie, on n'a pas de problème d'eutrophisation comme en Bretagne. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Nous, on a plus des problèmes, effectivement, sur le devenir, sur les problématiques de changement climatique, parce que si on a moins d'eau dans les rivières, forcément, ça va concentrer le niveau de pollution dans nos cours d'eau et de fait, les flux rejetés à la mer. Et puis, on a les problèmes de cyanobactéries aussi qui commencent à émerger sur notre bassin, alors que jusqu'à présent, on était un bassin sur lequel on n'avait pas du tout ces problématiques-là. Je vous propose éventuellement de poursuivre ces échanges en tête-à-tête ou en quatuor en dehors pour que tout le monde puisse s'exprimer. Monsieur ? Oui. Ne prenez pas, vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas, vous allez être condamné à nettoyer le micro. Un des éléments de la défiance de la société vis-à-vis de la chimie est son impact sur la toxicité humaine. J'aimerais savoir si pour tout ce qui est pesticides, etc., il y a des programmes nationaux ou européens sur les adverse outcome pathway, qui sont des choses très utilisées dans le domaine de la pharmacie, notamment pour la toxicité génétique, et qui fait l'objet d'un programme national américain très développé. Est-ce que les AOP, Adverse Outcome Pathway, sont utilisés dans la recherche et l'évaluation de la toxicité des produits chimiques? Je peux répondre ? Moi, je peux pas donner d'éléments. Je ne suis pas du tout toxicologue, donc j'aurais du mal à vous répondre. Ce que je peux dire, c'est qu'en France, il y a un grand programme de suivi des questions de toxicité, essentiellement sur le développement des cancers, dans le monde agricole. Une grande étude qui s'appelle AgriCamp, dont vous avez certainement entendu parler, qui porte sur à peu près 180 000 personnes. Dans certains départements, tous les départements ne sont pas suivis par cette étude, et qui montre que, d'une manière générale, puisque les agriculteurs sont a priori les plus exposés aux produits chimiques, beaucoup plus que les consommateurs, bien évidemment, et donc
ils servent un petit peu de veille, si je peux dire, enfin en tout cas d'alerte. Et donc ce programme montre que globalement, les agriculteurs sont moins sujets à... Alors je prends des précautions parce que la conclusion est plus nuancée que ça. Moins sujets à des cas de cancer, globalement, que la population générale. Sauf pour 3. Sauf 3, voilà. Pour 3, le cancer du sein, oui, les agriculteurs, la prostate et le problème hodgkinien. Oui, les voilà. syndromes hodgkiniens. Non, hodgkinien. Excusez-moi, la question n'était pas celle-là. Est-ce qu'on utilise les adverse outcome pathway pour concevoir des nouvelles molécules et pour en évaluer la toxicité? Parce que là, il y a un vrai programme américain et un programme international de l'OCDE, et je n'ai pas l'impression qu'ils sont utilisés ni en France ni en Europe. Je crois que l'ANSES aussi mène des études dans ce domaine-là, donc je vous conseillerais de vous rapprocher ou de regarder sur leur site qu'est-ce qu'ils ont mené et quelles sont les études qui sont en cours, parce qu'il y a un affichage et souvent ça met 2-3 ans, c'est des commissions qui se réunissent et qui font des travaux au long cours. Ce que je peux dire quand même pour le développement de nouvelles molécules, c'est que les développements sont mondiaux maintenant. On ne développe plus une nouvelle molécule que pour les États-Unis ou que pour l'Europe, donc c'est des développements mondiaux. Et j'imagine, encore une fois je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine que dans les programmes de recherche des entreprises, l'étude de la toxicité se fait de la même façon, que ce soit pour les États-Unis, l'Europe, le Japon, etc. Je vais donner la parole, j'ai vu qu'il y avait... Je peux répondre pour l'adverse outcome pathway, si vous voulez, je suis toxicologue. Ça marche, oui. Bon, je m'appelle Jean-Paul Quintard, je suis de l'Université de Nantes, et j'étais un petit peu surpris par le débat, parce que nous sommes à la Maison de la Chimie, et pour parler de chimie et agriculture durable. Et sur la base de ce que je viens d'entendre, j'ai l'impression qu'on a parfois honte d'être chimiste. Ça me gêne. À mon avis, au contraire, nous devrions dire que notre discipline permet de sauver de nombreuses récoltes, que ce soit via les pesticides, les fongicides, les insecticides. Bon, certes, il faudra être raisonné et on peut certainement supprimer 80% des insecticides utilisés, mais il faut laisser quelques outils aux agriculteurs. Ça me semble tout à fait indispensable. Et donc, pour ça, il convient de préciser leur niveau de toxicité sous toutes ses formes. Il y a eu des questions là-dessus, je suis tout à fait d'accord qu'on doit intégrer tout ça au départ, que ce soit toxicité aiguë, que ce soit toxicité sur le long terme. Un point important aussi, c'est que l'agriculteur devrait savoir ce qu'il utilise. Au lieu d'avoir un nom commercial qui est écrit en énorme et la matière active écrite en minuscule, illisible, il faudrait peut-être être un peu plus raisonnable de ce côté-là. Et donc, si on évoque par exemple les insecticides, moi je pense qu'il y a des normes à respecter. Et par exemple, si on regarde ce qui est acceptable, il y aura toujours des situations de compromis. Mais si on regarde ce qui est acceptable, donc M. Fourjoux qui s'intéresse aux abeilles, ça lui fait plaisir, j'ai essayé de comparer, moi, les produits qui étaient plus ou moins toxiques que ceux qui sont utilisés dans les ruches pour traiter le varroa, à savoir l'apivar, qui est de la mitrase, et la piston, qui est du tofluvalinate. Et donc il y a un certain nombre de produits, si on fait le rapport dose utilisée à l'hectare par doses létales pour une abeille, qui sont infiniment moins toxiques et certains qui ont des durées de vie qui sont assez courtes. Donc, par exemple, dans ceux-là, on trouve l'acétamipride, qui pourtant est un néonicotinoïde et qui a été montré comme un épouvantail. Moi, je serais pour interdire tous les autres néonicotinoïdes, sauf celui-là, par exemple. Donc, je crois qu'il faut se poser cette question en étant objectif, en allant jusqu'aux formules chimiques, et pour comprendre pourquoi tel ou tel produit se dégrade mieux, et comme ça, on peut avoir un débat qui est raisonnable. Autrement, on a des credos, on a des arguments qui sont balancés. Quand ça ne suffit plus, on évoque un effet cocktail, et là, on ne sait plus de quoi on parle. Moi, j'aimerais qu'on série les problèmes et qu'on soit carré. Je vous remercie. Merci. Je vais repasser en bas. Merci pour la défense de la chimie, bien sûr. Je ne peux aller que dans votre sens, monsieur, de toute façon. Monsieur. Oui, bonjour. Madame Renaud Roger et Monsieur Fougeroux, vous avez tous les deux parlé
de l'augmentation de la population mondiale d'ici 2050 à 10 milliards ou 11 milliards d'habitants. Monsieur Fougeroux, vous avez aussi parlé du coup de la nécessité d'augmenter de 70% la production mondiale. Et du coup, je me posais la question, comment concilier cette demande de production pour l'alimentation humaine avec l'alimentation du bétail, et quel pourrait être le rôle dans cette alimentation pour de la chimie de synthèse. Oui, c'est Monsieur Fougeroux qui répond, Madame Rognon-Roger. Oui, merci pour la question. C'est effectivement un des grands challenges des 30 prochaines années. C'est la nourriture de la population mondiale. Globalement, on voit en ce moment, il y a des tensions terribles sur les prix, sur les denrées agricoles, parce qu'avec la reprise, la consommation a repris, et notamment les marchés asiatiques, que ce soit la Chine et l'Inde, tirent beaucoup la consommation. Et on voit que ce sont des équilibres très fragiles. C'est-à-dire que des chutes ou de quelques pourcents de production, par exemple, créent des vents de panique sur les marchés mondiaux, avec des effets sur les prix des denrées agricoles qui peuvent être dommageables pour les consommateurs, des augmentations de prix qui peuvent être très importantes. Et donc ça, c'est un des grands challenges, effectivement, d'arriver à nourrir la population mondiale d'ici dans les 30 prochaines années. Alors, il y a des démographies qui se stabilisent. L'Europe est plutôt en régression de population maintenant, le Japon aussi, mais il y a d'autres secteurs. L'Afrique est un continent qui va doubler sa population. Donc voilà, donc la question se pose de nourrir. Alors, il y a encore beaucoup de possibilités d'intensification. Y compris en France. Je vous parlais de la pénurie en légumes, enfin l'importation de 40% de fruits et légumes. Il y a un vrai besoin d'intensification de la production de légumes. Alors ça peut se faire dans les secteurs périurbains. Il y a des initiatives locales qui se mettent en place pour recréer des fermes horticoles pour alimenter les villes directement. Je sais que la municipalité d'Orléans a mis en place tout un programme là-dessus pour acheter des terres et remettre des agriculteurs ou des néo-ruraux qui voudraient s'installer de façon à approvisionner la ville en légumes. Donc ça, c'est des initiatives qui se mettent en place. On parle aussi maintenant de l'agriculture urbaine. Bon, moi je suis un peu sceptique pour l'instant, peut-être je me trompe. Je crois que ça a été calculé pour Paris, les possibilités de culture à Paris, c'est 4 hectares. Donc on sait qu'avec 4 hectares, on ne va pas nourrir les 2 millions de Parisiens. Donc voilà, il y a des limites à tout ça. Mais c'est vrai que ce besoin d'amélioration de la production, il doit se poursuivre d'une façon ou d'une autre, sinon on aura des tensions terribles sur l'approvisionnement et des tensions terribles sur les prix, avec les émeutes de la faim qu'on a connues il y a quelques années en Afrique. Voilà, donc ça c'est vraiment une menace sur la sécurité générale. Merci. Une dernière question, je vois là-haut, parce que de toute façon, je crois qu'il va y avoir des questions qui vont se recouper avec la table ronde tout à l'heure, donc ne prenons pas trop de retard. Une dernière question là-haut, je vois monsieur. Oui, bonjour. On oppose souvent en fait l'agriculture intensive qui se réfère en fait à des marchés mondiaux très sensibles au niveau des cours de marchés internationaux, et de l'autre côté une production locale et destinée prioritairement en fait à l'alimentation humaine. Et donc on a vu qu'on avait un problème d'autosuffisance. Quel peut être l'apport de la chimie par rapport notamment à des systèmes de production locaux consommateurs de main-d'œuvre, mais aussi de technologies. Bon, on parle de la permaculture, qui sont des méthodes naturelles. Est-ce qu'il peut y avoir un apport aussi de la chimie et avoir au niveau de la France en fait, des programmes ou des développements en fait, qui sont au service de ces ces technologies, enfin ces méthodes de production à redévelopper. Qui répond ? Alors, moi je vais vous donner un exemple très simple. Moi, je suis plutôt entomologiste, voilà. Moi, j'aime bien les petites bêtes. J'aime moins les petites bêtes qui mangent les plantes que je mange. Mais bon, on essaye de les gérer. Et là où je crois que la chimie a un très très grand rôle, mais on est en train de changer de paradigme.
J'ai écrit un petit bouquin là récemment qui s'appelle Insecticides, insectifuges. On a parlé des insecticides. Ça devient impossible d'homologuer un insecticide en France, quasiment. Donc il faut s'habituer à se passer d'insecticides. Le problème, c'est que les insectes, eux, ils ne le savent pas. Et donc, ils vont continuer à faire des dégâts et on ne peut pas laisser les gens sans solution. Et je crois que la chimie peut apporter énormément sur un angle que Catherine a évoqué tout à l'heure, c'est les relations entre les insectes et les plantes. On connaît très mal ce domaine-là. Peut-être qu'il y a beaucoup de faux espoirs, c'est possible, mais il y a aussi beaucoup de bonnes pistes dans cette relation, je crois qu'Olivier Guéret en parlera tout à l'heure, entre les insectes entre eux et les insectes et les plantes. Et donc il y a vraiment un très grand travail de chimie et de connaissance des mécanismes qui font que tel insecte reconnaît sa plante. Parce que si on peut le détourner de la plante que l'on veut protéger, c'est autant de sauver dans la production. Alors le pauvre insecte, je ne sais pas ce qu'il fera à côté, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais il y a vraiment une recherche fondamentale à faire dans cette relation plante-insecte et insecte-insecte. Et puis je pense que pour ce qui est du parasitisme fongique, c'est-à-dire tout ce qui est champignons, virus, etc., on a besoin de connaître les mécanismes biologiques, et donc la chimie joue un rôle très important. Il y a des phénomènes de reconnaissance du pathogène avec les plantes. Tous ces phénomènes-là, on peut interagir avec eux à condition de les connaître. Donc je crois que ça sera un peu exposé cet après-midi, enfin beaucoup plus en détail que ce que je peux vous donner, mais il y a vraiment des voies fantastiques pour la biologie et pour la chimie de demain, ou la biochimie de demain, pour essayer d'interférer entre ces relations pathogènes, insectes et plantes. Et il y a un point faible, alors je l'annonce, c'est les mauvaises herbes. Voilà, pour l'instant sur les mauvaises herbes, alors là on est à la ramasse pour l'instant. On ne sait pas bien faire autre chose que soit la binette, soit la chimie. Merci beaucoup, Monsieur Vigouroux. Merci à tous les trois. Et je crois que nous allons continuer. Beaucoup de sujets vont être repris cet après-midi et dans la table ronde.